Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde où nous allons parler immobilier et plus spécialement location saisonnière, résidence-service et tout particulièrement LMNP. Où en est ce dispositif? Le Covid-19 a-t-il rebattu les cartes de ce marché? Où va-t-il? Dans quelle direction va-t-il? Pour en parler avec nous, deux spécialistes du secteur du LMNP, à savoir Étienne Jacot, cofondateur et directeur du développement de Revenu Pierre. Étienne est avec nous en duplex. Bonjour Étienne. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons aussi Laurent Pierron, responsable prescription France chez Terrescence. Bonjour à tous. Alors, en préalable, ce que j'aimerais savoir, Étienne, c'est déjà quelle est la spécificité de votre société, sur quel créneau spécifique intervenez-vous dans le LMNP? Alors, Revenu Pierre, c'est un acteur indépendant, une quinzaine de personnes qui travaillent à un marché particulier qui est le marché de la revente, qui est le marché secondaire des résidences gérées. Donc, la revente, la première revente, sur les résidences EHPAD, étudiants, seniors, et à la marge, en tout cas maintenant, les marchés des résidences d'affaires ou des résidences de tourisme. Alors justement, parmi tous ces segments, j'imagine qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Quels sont ceux qui justement s'en sortent bien et quels sont ceux qui au contraire pâtissent de la pandémie que l'on connaît depuis à peu près un an? De notre point de vue, on a deux catégories de segments. Des segments qui sont vus comme résilients ou qui ont été résilients pendant cette crise, donc notamment les résidences seniors et EHPAD, qui n'ont pas connu globalement d'incidents de parcours, avec des exploitants qui sont solides et qui ont résisté, même si pour eux ça n'a pas été très facile, les remplissages, etc. C'est pas aussi simple. Donc premièrement, donc les résidences seniors EHPAD qui ont extrêmement bien résisté, et les résidences d'étudiants qui sont vues comme étant relativement résilientes, qui ont bien résisté aussi. Il y a eu deux, trois petits incidents. Je dis petits parce que globalement, ce sont des incidents qui se sont résorbés, qui n'ont pas duré très longtemps, et donc qui ont finalement bien résisté à la crise. Donc, c'est voilà, deux segments assez résilients qui sont solides pour nous. Et puis deux autres segments sur lesquels on était pour l'un pas exposé du tout, sur l'autre assez exposé. Je veux parler des résidences de tourisme et des résidences d'affaires. Les résidences de tourisme, notre maison a toujours été assez éloignée des résidences de tourisme. Statistiquement, on a dû en faire 2-3% depuis notre création. Donc on est peu exposé sur ce créneau-là. Donc on n'est pas les plus à même de juger de la stabilité de ces segments. Par contre, on était très fan des résidences urbaines, cœur de ville, résidences d'affaires, pour hommes d'affaires en situation de mobilité, etc., etc. Et ce segment-là, depuis le mois de mars, nous, on considère qu'il est presque illiquide. En tout cas, sur 2020, 2021, 2022, on a stoppé nos opérations de revente, donc on a dû quand même pivoter sérieusement notre offre. Donc on a stoppé nos opérations de revente sur ces segments-là, en pensant qu'on n'y reviendra pas avant 2022. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a des exploitants qui sont en difficulté économique, hein, ils remplissent entre 25 et 40% pour les meilleurs ou pour les meilleures résidences. Donc, ils demandent des adaptations temporaires de loyer à leurs bailleurs, ils demandent des participations financières à leurs bailleurs. Certains réagissent bien, d'autres réagissent moins bien. Personne n'était préparé à cet événement, disons, improbable. En tout cas, aujourd'hui, sur le marché de la revente, on va laisser de côté pendant 1 ou 2 ans ces reventes sur ce segment-là. On espère y revenir parce qu'on est très fan de ce type de résidence, mais je pense que le Covid changera un petit peu les comportements et peut changer le marché des résidences urbaines. On aura des résidences qui s'en sortiront très bien et puis d'autres qui n'auront pas les critères ou qui seront trop proches d'un aéroport alors que le transport va mettre peut-être 10 ans à se relever. Celles-là souffriront beaucoup plus. Donc, Alors,
Je vous coupe parce que Laurent, lui, est sur un autre créneau que le vôtre. Donc Laurent, justement, vous êtes sur une spécificité plus particulière et assez différente de celle d'Étienne. Alors, on a moins d'impact. Le groupe Terrescence aujourd'hui construit, exploite et gère. Par contre, au départ d'une résidence, qu'est-ce qu'on va faire systématiquement? On va mettre deux activités à l'intérieur. L'activité CRT avec 80% de la résidence qui est de la copropriété résidentielle de tourisme et 20% du dispositif LMNP. Ce qui permet de sécuriser dans le temps l'opération et de ne moins être impacté avec ce qu'on vit aujourd'hui, car nous, lors du Covid, les gens sont allés se réfugier dans leur résidence secondaire. Maintenant, comment on verse des loyers à un investisseur? On n'a que 20% de la résidence qui aujourd'hui est sur le statut du dispositif de résidence service. Donc on est nettement moins impacté pendant cette période. Et quand vous résidez dans un appartement en centre-ville et qu'on vous dit pendant un mois vous allez être chez vous fermé, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre résidence secondaire, vous allez séjourner à la montagne, vous utilisez des services de la résidence avec notre service de conciergerie. Donc nous, on est moins impacté par ce qu'on vit en ce moment. Certes, il y a moins de monde à la montagne. Par contre, on a beaucoup de propriétaires qui ont dit, quitte à me confiner, je vais aller me confiner dans ma résidence à un endroit stratégique. Après, le groupe fait très attention. Alors, on le répète à chaque interview. On part toujours d'un principe, c'est on prend l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc on ne va pas n'importe où, on va à la montagne, on va au bord de la mer, mais toujours on fait attention à l'emplacement. Alors à la montagne, c'est quoi les bons emplacements? Les emplacements, c'est une montagne qui est ouverte l'été et une montagne qui est ouverte l'hiver. On a eu la première phase du Covid où est-ce qu'on a été impacté l'été? Aujourd'hui, on a été moins impacté parce que les gens, au lieu d'aller se retrouver au bord de la mer et être les uns sur les autres, ils avaient quand même cette notion de port. Ils sont allés à la montagne, découvrir les joies de la montagne et nos résidences ont été complètement pleines à la montagne en période été. Maintenant, l'hiver, avec le report des ouvertures des remontées mécaniques, la station n'est pas fermée, vous pouvez aller séjourner, vous pouvez aller, comme à Paris, faire vos courses dans les supérettes et pouvoir vivre avec les espaces parties communes. Et là, vous allez retrouver un petit sauna, un hammam, une piscine qui est quand même nettement plus adéquate que de rester en ville fermée. Donc vous dites que les résidences de tourisme en montagne ou en Alors, mer, les résidences, services. service, ne pâtissent pas de ce que l'on connaît en ce moment. Donc pour Chez vous, nous, c'est perturbé, mais positivement. Alors, chez nous, elles sont moins perturbées. Pourquoi? Et je me répète, 80% de la résidence, un premier dispositif qui s'appelle de la CRT et un deuxième dispositif qui s'appelle du LMNP à 20%. Sur 100 lots, vous n'avez que 20 lots avec le dispositif de résidence service sur l'amortissement. Alors Étienne, pour aller un petit peu plus dans le détail par rapport à ce dispositif, quel est le portrait robot des gens qui investissent en LMNP? Est-ce que vous avez des statistiques un peu globales sur le sujet pour savoir quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le LMNP? Alors en 2020, c'était la suite de 2019 d'ailleurs, 50% des acheteurs sont cash. Euh, et 60% des acheteurs ont plus de 50 ans. Donc le profil, il y a le premier profil type, plutôt au-dessus de 60 ans, j'ai vendu ma pharmacie, mon commerce, mon business, et je veux réemployer une partie de mon prix de vente dans de la recherche de rente long terme, la plus sécurisée possible, avec le moins d'ennuis possible, surtout en ne m'en occupant pas, et avec une fiscalité faible ou nulle, parce que je suis sous un dispositif de location meublée. Donc premier profil, je suis cash, j'ai plus de 60 ans, j'ai vendu mon business et je cherche de la rente la plus sécurisée possible. Donc là, j'irai vers de l'EHPAD, vers du senior ou de la résidence d'étudiants si j'ai un affect pour ce type de segment. Premier type de profil. Deuxième type de profil, j'ai 10 ans de moins. J'ai 50 ans, je suis encore en activité, j'ai financé ma résidence principale ou presque totalement financé ma résidence principale et je cherche à préparer des rentes pour ma retraite quand j'aurai 60-65 ans. Et donc là, je ne suis pas 100% cash, je vais emprunter sur 15 ans de façon à avoir de la rente nette de crédit à 65 ans. Un deuxième type de profil. Ça représente un tiers du profil. Donc 50% pour les plus âgés, un tiers pour ce profil-là. Et il reste, disons, 20% sur des profils plus jeunes qui vont essayer de se constituer du patrimoine et qui vont emprunter à 100% ou à 90%
et qui sont en activité une fois qu'ils ont réglé le problème de leur résidence principale. Ils commencent par régler enfin, financer leur résidence principale, emprunter et ensuite chercher à faire du patrimoine. Cette troisième catégorie, depuis 2 ans, elle est plutôt en baisse. Elle a été très en baisse en 2020. Les profils investisseurs, on les voit moins en 2020 qu'on les a vus en 2017-2018. Voilà. Voilà les rencontrés. Et vous croyez que cette tendance justement à la baisse de cette troisième catégorie, c'est lié au Covid? Est-ce que justement, est-ce qu'ils ont eu peur un petit peu de ce qui les attendait, qu'ils ont préféré faire du livret A ou des choses comme ça? Vous pensez que le Covid est une part importante Non, de ce changement? non, ce qui est important, c'est les conditions de financement qui ont changé en 2020, qui sont plus compliquées pour des investisseurs, mono-investisseurs ou multi-investisseurs, qui ont plus de mal à financer à 100% ou à 110%. C'est des gens qui travaillaient, qui réfléchissaient en effort d'épargne, et les restrictions bancaires depuis le début de l'année se font clairement sentir sur ce type de profil. Donc plus compliqué quand vous voulez pas mettre d'apport de se faire du patrimoine quand vous avez 25-40 ans. Voilà. Ouais. Et vous, Laurent, donc, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, donc les gens, et quel est le portrait robot Alors, de vos investisseurs? je suis en accord avec Étienne sur ce qu'il vient de dire. Aujourd'hui, nos investisseurs, lors d'une découverte avec un gestionnaire de patrimoine, le gestionnaire de patrimoine, souvent, va leur dire, tu peux avoir des revenus complémentaires, tu peux aller dans l'assurance vie, les fonds euros. Puis là, on leur sort un scénario avec le LMNP qui est intéressant, entre 3 et 4% de revenus, et sur une durée sécurisée, avec notre montage, sur 20 ans. Donc l'investisseur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui sécurise en produits financiers sur 20 ans aujourd'hui? Ça va être compliqué. Lors de la découverte, le CGP va l'emmener sur un véhicule différent, avec un côté affect. On parlait de la montagne tout à l'heure, mais si demain matin, en plus, vous pouvez résider dans votre résidence, vous constituez un patrimoine de qualité avec toujours un emplacement premium, ça reste quand même une solution refuge pour l'investisseur. Qu'il soit jeune ou qu'il veuille se constituer une retraite, on a les deux cas de figure. Après, le fait qu'aujourd'hui, les financements sont un peu plus difficiles à avoir, ça, nos gestionnaires de patrimoine font la bonne découverte pour les emmener sur le bon scénario. Alors Étienne, est-ce que justement cet aspect fiscal entre pour une large part dans ce choix de LMNP? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont justement ces avantages fiscaux particuliers d'aujourd'hui? La majorité de nos acteurs, nos acheteurs cherchent des revenus et des revenus avec le moins de fiscalité possible. Donc ils se tournent vers le meublé de façon un peu naturelle quand ils ont par ailleurs expérimenté de la location nue qui fiscalise très très fortement une fois que vous êtes dans des tranches assez marginales d'imposition. Donc on arrive assez naturellement sur la location meublée. Je veux pas faire de technique, mais la location meublée, les actifs s'amortissent, donc la base taxable est plus faible. Et les premières années, ça donne une absence de fiscalité, ça fiscalise un petit peu au bout d'une dizaine d'années. Donc, le résultat net d'impôt pour l'investisseur n'a rien à voir en location meublée par rapport à une location nue. Donc, c'est quand même un driver important de l'investissement et c'est pour ça que une majorité des investisseurs viennent sur ce type d'actifs, la fiscalité dans un premier temps et la stabilité de la rente. Alors, c'est pas l'aspect fiscal, hein, la stabilité de la rente, la pérennité, le fait de ne pas s'en occuper, c'est le deuxième point. Quel est le plus important? Je ne sais pas. Je pense que le deuxième point est plus important que le premier point. Je trouve que dans les analyses des besoins des clients, ils cherchent avant tout de la sécurité, de la rente, du long terme, ne pas s'en occuper, et ensuite dans un cadre fiscal favorable. Alors, je pose une question de béotienne. Pourquoi choisir un LMNP plutôt qu'un Pinel? Parce que le Pinel aussi, il y a des avantages fiscaux, on peut louer le bien. Qu'est-ce qui fait la différence, à votre avis? Le Pinel, on va l'acheter quand on est plus jeune, quand on veut se constituer du patrimoine. Le LMNP, on va l'acheter quand on est un peu plus âgé, quand on a déjà ou pas du patrimoine, mais qu'on cherche de la rente et pour ne pas s'en occuper. Donc, c'est pas les mêmes profils d'investisseurs. Donc, pour vous, ces deux produits sont complètement parallèles et pas du tout antagonistes. Les gens qui font du LMNP à 60 ans, ils ont pu faire du cellier, du Pinel auparavant. Mais au moment où ils se disent, je veux de la rente pour ma retraite ou pour maintenant parce que j'ai vendu mon business, ils vont se tourner vers quelque chose qui donne de la rente immédiate sans s'en occuper.
Et vous, Laurent, à votre avis, quels sont les points particuliers à cerner dès le début de ce dispositif? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier lieu? En premier lieu, il faut avoir un bail commercial bien rédigé. Je vous rappelle que nous, l'investisseur, c'est le client du CGP et on protège une personne qu'on ne voit jamais. Dans le bail commercial, on va faire très attention, par exemple, à l'indexation des loyers, qui peut être revue à la hausse comme à la baisse. Certains ont été rattrapés par la patrouille. Derrière, on va faire une deuxième chose, et je pense que Étienne le regarde souvent, à qui appartiennent les parties communes. Chez nous, toutes les parties communes appartiennent à l'investisseur. Il ne sera jamais bloqué. Donc ça va être très important aussi. Et puis après, regardez en cas de défaillance du gestionnaire. Demain matin, imaginons que le gestionnaire venait à ne pas payer un loyer à l'investisseur, et nous, la maison mère, se porte avec une caution de garantie sécurisée pour l'investisseur en cas de défaillance pour pouvoir payer une année de loyer si jamais l'exploitant venait à ne pas payer à l'investisseur. Un retraité qui vend son entreprise, il achète du LMNP pour se constituer un patrimoine, son but c'est d'avoir des revenus complémentaires. Des fois il ne peut pas attendre un produit en VFA, il va aller voir Étienne et lui dire je veux des revenus complémentaires immédiatement. Il peut aller acheter de la deuxième vie ou il peut acheter du produit neuf. Mais toujours pareil, le bail commercial doit être très très bien rédigé pour protéger, je me répète, une personne qu'on ne voit jamais, mais le client de notre CGP. C'est hyper important. Mais est-ce que les gens savent justement tout ça? Est-ce qu'ils sont au courant de tous ces détails à regarder de près? Alors, le client investisseur n'est pas au courant. Par contre, le CGP, avec son devoir de conseil, doit présenter les risques à l'investisseur. Et dans ce cas-là, si le bail est bien rédigé, compréhensible, pour le CGP, il n'y aura aucun souci. Pour l'investisseur, le CGP va l'accompagner. Et est-ce qu'il y a un piège particulier à éviter? Déjà, les 3 pièges qu'on a évoqués, c'est important. Donc, 3 pièges déjà. Après, on peut regarder toutes les clauses du bail. Il faut juste accompagner nos gestionnaires de patrimoine. Alors, quand on parle fiscalité en France, c'est un sujet quand même assez touchy. Est-ce que vous êtes assez optimiste sur la pérennité de ce dispositif fiscal sur le LMNP? Aujourd'hui, le dispositif de l'amortissement, comme vous amortissez votre ordinateur sur vos bureaux, il est là encore pour des longs termes. Maintenant, le cas de figure du Airbnb, peut-être que ce dispositif-là va Parce que lui, il est remis en question. Il va être remis en question, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont fait que ça. Vous avez des rues complètes à Paris où il n'y a que du Airbnb. Donc après, vous avez le comité de communes qui va vous dire on ne veut plus de Airbnb. Donc ils vont le taxer un petit peu en face. Mais après, le dispositif du LMNP, il sera peut-être un peu modifié, mais pour l'instant, il reste quand même un support très agréable pour nos investisseurs. Que ce soit le jeune qui veut se constituer un patrimoine ou notre senior qui veut avoir des revenus complémentaires. D'autant que ça fait pas mal de temps qu'on dit que ça va être mis en cause et que finalement ça ne le fait pas. Là. Mais peut-être que vous pourriez être un cas collatéral justement des excès sur le Airbnb, non? Vous ne croyez pas? Des excès sur le Airbnb, il y en a eu beaucoup. Maintenant, c'est un petit peu différent. D'un côté, il faut avoir de l'énergie pour s'en occuper. De l'autre côté, vous confiez votre bien à un preneur à bail qui s'occupe de tout. Et aujourd'hui, pourquoi un senior ira plus facilement investir dans du LMNP? On s'occupe de rien. On s'occupe de rien, mais toujours pareil, à faire attention que le bail commercial soit bien rédigé et que vous n'ayez pas de soucis derrière. Alors justement, en parlant d'avenir, comment vous voyez l'évolution de votre marché? Est-ce que, à la lumière du contexte actuel, de différents éléments conjoncturels, comment vous voyez l'avenir de ce dispositif? Est-ce que vous croyez que la demande va être toujours là? Est-ce que les gens ne vont pas se recroqueviller? Comment vous voyez ça? Et quelles sont justement vos offres pour pallier d'éventuelles... Aujourd'hui, notre dispositif, comme je l'ai dit au départ, est différent. 2 activités dans la même résidence. Maintenant, toujours un emplacement très important au départ, soit au bord de la mer, là où les vacanciers iront, et des dispositifs qui vont utiliser la résidence service affaires, donc un cadre dynamique, ne quittera pas les grandes villes et il ira toujours dans les villes. Donc, est-ce que les gens vont partir des villes ? Je ne pense pas forcément, parce que vous avez les métros, vous avez les tramways, vous avez les aéroports qui arrivent dans les villes. L'immobilier de bureau, on a tous peur d'immobilier de bureau, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous aurez un plateau, le plateau sera peut-être divisé, mais vous avez toujours des entreprises qui veulent aller en ville et avoir des bureaux en ville à un emplacement stratégique. Donc il y aura peut-être plusieurs sociétés sur un plateau, contrairement à avant, où vous en aviez une. Le télétravail en extérieur des villes sera là, mais est-ce que tout le personnel partira en télétravail? Je ne pense pas. Et quand vous voulez représenter votre entreprise et que vous avez un client qui vient, vous aimez quand même avoir du personnel qui soit là.
Après, le pouvoir de conviction qu'on va avoir en termes de visio est nettement moins important que quand on est tous réunis. Et aujourd'hui, ben, l'immobilier toujours à un emplacement stratégique, que ce soit de la résidence-service, affaires ou tourisme, ben, la résidence affaires, si elle est placée en cœur de grande ville, elle fonctionnera sans problème. Je vous rappelle, chez nous, une partie en résidence secondaire CRT, une partie en LMNP amortissable. Donc on n'aura pas de souci là-dessus pour remplir, toujours si on est dans une grande ville, un emplacement stratégique. On a Alors, des projets futurs qui arrivent voilà, c'est ce que j'allais dire. sur, Des projets, là. sur des grandes villes au bord de la mer. Donc ça plaît forcément aussi bien au tourisme d'affaires qu'au tourisme. Bah, vous avez une résidence qui est bien placée, on n'aura pas de souci de ce côté-là. Après, aujourd'hui, on a un concept différent qui s'appelle Daddy Pool. Daddy Pool, c'est quoi? C'est de l'immobilier géré à un endroit stratégique, mais surtout avec des espaces de coworking, des espaces wellness. Demain matin, je vais tout seul à Cannes, ben, je vais préférer aller dans un hôtel, donc une résidence affaires Daddy Pool par exemple, avec un côté complètement décalé. Je vais passer un bon moment. J'irai dans mes espaces de coworking si j'ai besoin de faire un peu de télétravail. J'irai dans mes espaces wellness pour faire un petit moment au sauna, au hammam, à la piscine. Je serai content, j'aurai passé un bon moment. Et comme on dit souvent, vivez l'expérience, venez essayer et vous verrez, vous serez satisfait. Toujours pareil, quand je vais dans une grande ville, j'ai un endroit stratégique. Je ne vais pas aller me retirer dans une résidence qui sera à 30 km de la ville pour prendre le bus, le tramway. Je veux toujours un emplacement stratégique. Donc est-ce qu'on va déserter les grandes villes? Je ne pense pas. Et nous, si on investit, on ira toujours dans des grandes villes ou dans des stations, hiver, été, ouvert à un endroit stratégique. Et là, ce dispositif dont vous parliez, Daddy Pool, c'est où? Enfin, c'est Ah situé ben là, où? aujourd'hui, vous avez des villes comme des villes en station qu'on connaît, Megève, La Plagne, Combloux, Serre-Chevalier qui est à côté de Briançon. Demain matin, vous allez dormir toute seule à Briançon. Ben, vous allez préférer peut-être faire 9 km et aller dans un Daddy Pool complètement déconnecté de la résidence traditionnelle et vous passerez un super moment, vous en parlerez à tout le monde et vous aurez vécu une expérience différente. Le but, c'est d'avoir un moment qui sort de l'ordinaire. Quand on a fini notre journée de travail, alors mon cas de figure, moi je suis sur la route, j'attaque une deuxième journée de travail. Je vais faire mes rapports, je vais enregistrer tout ça dans mon informatique pour être connecté avec toute l'entreprise. Ben, je préfère le faire dans un endroit qui est convivial, avec des espaces appropriés et toutes les dernières technologies que les investisseurs vont demander, ou les occupants. Et vous, Étienne, donc, comment vous voyez évoluer ce marché, disons, à un horizon 3 à 5 ans? Chez nous, on a des aspects structurels et conjoncturels. Structurellement, on a de plus en plus de résidences gérées, qui ont de plus en plus d'âge. Donc, statistiquement, avec une durée de détention entre 12 et 15 ans sur ce type d'actifs, j'ai de plus en plus de lots potentiellement qui reviennent sur le marché. Donc, j'ai un marché qui est structurellement en croissance à deux chiffres, quel que soit ce que l'on peut faire. Deuxième point, j'ai de plus en plus de reventes qui viennent de la sortie de dispositifs fiscaux Censi-Bouvard. La somme des deux fait que mon marché naturel est un marché qui fait x2 en 5 ans. Quand je dis x2, je suis sur la fourchette plutôt basse. Donc notre job à nous, c'est sur un marché qui va devenir de plus en plus gros, c'est de choisir les meilleurs actifs, ceux qui seront les plus modernes, qui correspondront à l'ère du temps, ceux qui seront les plus profitables, ceux qui pourront avoir une seconde vie 10, 15 ou 20 ans plus tard. Notre job à nous, c'est de rechercher le meilleur sur ce marché-là, d'aller rechercher le tiers qui nous plaît beaucoup, qui va offrir des rentes les plus sécurisées possibles et plaire aux investisseurs et à leurs conseils CGP. Voilà notre job. Et est-ce que vous êtes sur toute la France, justement, Étienne? Est-ce que par rapport à ce que vous dites, il y a des zones qui sont plus ou moins intéressantes? Est-ce que les zones tendues, justement, sont finalement plus intéressantes que les zones de seconde zone? Est-ce qu'il y a des endroits plus particulièrement intéressants? Oui, forcément. Après, il faut diviser par segment. Quand vous êtes dans le monde des résidences business, vous allez sur 10 villes en France, hein. Vous allez à Paris, vous allez à Lyon, vous allez à la Défense. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier, mais en résidence business, on s'intéresse à 10 pôles business principaux. Quand vous êtes en résidence d'étudiants, évidemment, on s'intéresse aux 10 ou 12, 13 grandes villes étudiantes. Sur le monde des résidences EHPAD,
J'ai pas la même appréciation. C'est globalement beaucoup plus réparti France entière, y compris avec des villes numéro 2 ou numéro 3 qui ont aussi des besoins. Et puis, en résidence senior, là, on s'intéresse beaucoup aux très grandes villes, aux centres-villes de très grandes villes, parce que globalement, c'est la tendance naturelle des personnes âgées de revenir vers les cœurs de ville en abandonnant leur pavillon. Donc là, on cherche absolument la très grande ville et pas la ville numéro 2 ou numéro 3. Alors, vous disiez qu'il y avait des raisons structurelles et conjoncturelles pour être optimiste. Parmi les raisons conjoncturelles, est-ce que vous croyez pas que justement l'accès au crédit plus difficile va pas rendre plus compliqué justement votre business dans ces prochains mois? Oui, il le rend plus compliqué, mais il le rend plus compliqué sur une partie du business. Donc, s'il le rend plus compliqué sur le profil investisseur 25-40 ans qui voulait pas mettre d'apport. Celui-là est plus difficile, mais il représentait chez nous peut-être les gens qui voulaient pas mettre d'apport moins de 10%. Donc, ce thème-là est plus compliqué, mais dans un marché en croissance à deux chiffres, il y a des drivers plus importants sur d'autres points, donc ça compense. Alors, parmi les évolutions, il y a aussi celle que l'on constate depuis justement le début du premier confinement en mars dernier, c'est cette volonté de se loger différemment, comme le disait Laurent aussi par ailleurs, avec cette volonté peut-être de revoir un petit peu sa façon de vivre, de se loger, de travailler, avec des frontières peut-être plus ténues. Est-ce que vous croyez que cette émergence d'un nouveau logement va se traduire par l'émergence de nouveaux concepts de location? Est-ce que, par exemple, le co-living, qui se démarque pas mal, sera pour vous une nouvelle opportunité? Oui, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, on voit apparaître des tendances résolument nouvelles, pas simplement depuis le confinement, notamment dans le domaine de la colocation et du co-living, donc y compris dans les résidences gérées. Donc évidemment, les résidences gérées qui sortent de terre depuis maintenant 2 ans n'ont plus rien à voir avec les résidences gérées que l'on voyait il y a 10 ou 15 ans. La modernité, les services, le look, le partage, c'est vraiment une nouvelle génération de résidences. Donc, à nous de bien choisir celles qui ont ce type d'avenir et attention à l'obsolescence des anciens bâtiments, etc., etc. Donc, la logique d'obsolescence à comparer par rapport aux nouveaux besoins, notamment autour du co-living et du partage, c'est un point d'attention. Et les investisseurs les plus avertis s'intéressent vraiment à ces sujets-là. Donc, on trouve dans des résidences gérées des appartements en co-living. Voilà. Mais est-ce que sur ce marché-là, vous n'avez pas des concurrents justement du type des grandes foncières qui veulent se mettre sur ce marché justement de la résidence service et surtout qui font de gros efforts pour revoir un petit peu les modes urbains? Est-ce que donc du coup, vous n'avez pas aussi de nouveaux concurrents qui se dressent sur le marché? Oui, absolument. Les grandes foncières françaises, européennes sont très intéressées par ces schémas-là, sont très investies depuis quelques années. Donc, ce qui reste sur le marché du LMNP, c'est une petite dose, hein, globalement. C'est une petite dose, mais qui permet aux investisseurs avertis de bien comprendre dans quelle tendance importante ils sont. Donc, les investisseurs les plus avertis s'intéressent beaucoup à ce que font les foncières internationales et se disent ah si je peux trouver dans de la résidence gérée, c'est-à-dire dont je m'occupe pas, hein, j'oublie pas, quelque chose qui est dans l'air du temps parce que les grands y vont et parce que c'est une tendance forte et structurelle, voilà ils y vont, voilà c'est vraiment un driver intéressant. Et Donc bien sûr qu'on a et on n'est pas sur les mêmes marchés. Moi, j'ai pas la prétention de revendre 10 000 lots dans 3 ans. Quoi. Voilà. Et vous, Laurent, justement, ces nouveaux espoirs, ces nouvelles tendances, j'imagine que ça vous touche aussi avec justement cette volonté, alors déjà, comme vous disiez, de sortir un petit peu des zones urbaines, mais aussi de cette façon différente de se loger. Est-ce que vous êtes justement aussi touché par Alors, ça? aujourd'hui, la façon différente de se loger, quand vous avez plusieurs activités dans la même résidence, pour verser un loyer à l'investisseur, bah, c'est plus facile, car tout le business économique n'est pas versé juste sur un secteur d'activité, le LMNP. Là, il est divisé sur plusieurs activités.
comme vient d'évoquer Étienne. Après, il y a différents types de le faire. Nous, on arrive à le faire, même très bien, parce qu'aujourd'hui, un bail de 20 ans, zéro charge, zéro travaux, zéro taxe foncière, sur 20 ans, c'est du jamais vu à la montagne, par exemple. Là, on arrive avec des scénarios au bord de la mer, à l'ouest. On va avoir des scénarios assez intéressants, toujours dans le même scénario. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs activités sur la même résidence. Donc, vous n'êtes pas à verser le loyer sur le LMNP uniquement. Vous vivez très bien avec le service de conciergerie qu'on apporte sur la résidence secondaire, qui permet sans problème de verser du loyer. Et si demain matin, je vous donne un exemple, vous avez un loyer d'un T2 qui arrive parce que vous êtes propriétaire de votre T2, quand vous allez y aller, vous voudrez peut-être louer un petit studio en complément parce que vos enfants vous accompagneront. Et là, vous aurez la possibilité d'avoir 2 studios cumulés, de passer un bon temps. Les loyers versés sur la partie résidence secondaire, quand vous n'êtes pas là, vous permettent de payer toutes vos charges parce que le service de conciergerie prendra votre bien et vous aurez un loyer variable. Alors ça peut faire peur quand on vous dit loyer variable. Si vous y allez, pas du tout, vous aurez un loyer qui va être aux alentours de 4%. Si vous y allez et que vous utilisez le maximum de jours que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire 180 jours dans l'année, vous aurez 0 loyer. Par contre, vous aurez vécu à un moment dans votre logement et vous aurez peut-être de temps en temps la possibilité de prendre un espace d'un autre service, par exemple le LMNP, pour accoupler votre séjour avec votre famille. Donc c'est très intéressant d'avoir plusieurs activités. Ce qu'évoquait Étienne aujourd'hui, sur de la résidence-service aujourd'hui, vous pouvez avoir du senior, vous pouvez avoir de l'étudiant, et ça permet de pérenniser dans le temps l'exploitation. Donc vous vivez déjà en direct les nouvelles tendances, avec les nouveaux besoins de personnes qui ne veulent plus se loger de façon classique. Oui. Bon. Et alors, pour le mot de la fin, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui sur votre secteur? Quels sont les éléments qui justement justifient vos projets, votre volonté de développement? Qu'est-ce qui vous rend joyeux et optimiste aujourd'hui? Joyeux aujourd'hui, c'est que face au Covid qu'on vient de vivre, nos résidences sont remplies par des investisseurs qui viennent séjourner, comme je vous l'ai dit, et de plus, on a une réelle demande sur les ventes, donc les ventes n'ont pas chuté, même dans une période difficile. Face à l'inflation aujourd'hui, l'immobilier devient encore plus refuge pour placer un actif. Vous pouvez aller sur l'assurance vie, mais vous pouvez aussi en mettre une partie sur de l'immobilier, un endroit stratégique qui se revendra sans problème par la suite avec Étienne, par exemple, qui pourra revendre ce bien si, toujours pareil, on est dans l'air du temps, on a un bail commercial qui est bien monté, et puis surtout, si vous avez une résidence qui est belle et remplie toute l'année, le business économique est très bon. Et vous, Étienne, alors, qu'est-ce qui vous rend joyeux et heureux aujourd'hui par rapport à votre marché? Moi, j'ai la chance d'être sur un marché qui structurellement est en croissance et qui a finalement montré en 2020, en pleine crise, que 3 segments sur 4 ou 3 segments sur 5 ou 4 segments sur 5 sont fortement résilients. Donc on a montré que nos solutions avaient du sens pour les investisseurs finaux. Comme j'en aurai de plus en plus à revendre parce que c'est mécanique, il suffit de bien faire son job correctement, de bien sélectionner au départ et de continuer sur cette voie-là. Et mécaniquement, ça doit faire fois 2 en 5 ans. Donc pour vous, 2021, c'est pas une année à craindre, c'est plutôt une année de projets fructueux. C'est la suite des autres années et on est en janvier et janvier est très très correctement parti. Il y a autant de produits à recycler au mois de janvier qu'au mois d'août, qu'au mois de septembre, qu'au mois d'octobre. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui parce qu'il y a plus de vendeurs? Pas encore. De vendeurs Covid, de vendeurs crise économique. Je trouve pas encore, mais on a de plus en plus de vendeurs en sortie de Censi Bouvard, donc ça on le voit très très nettement en janvier 2021 versus janvier 2020. Ça n'a plus rien à voir déjà. D'autant que parmi les bonnes nouvelles, il y a aussi celle de la fluidité des transactions avec des signatures à distance qui sont maintenant autorisées, aussi bien pour les promoteurs que les négociateurs et puis même les notaires. Donc je pense que ça facilite aussi vos transactions et votre marché. Oui, je pense que tous les acteurs se sont résolument mis à la signature électronique, aux transactions dématérialisées, souvent avant 2020, mais en tout cas accentué avec la crise. Donc aujourd'hui,
les papiers, tout ça n'existe plus. Les choses ont tendance à aller un peu plus vite qu'il y a 2 ou 3 ans. Ce qui est une bonne chose. Bon, eh bien, messieurs, merci. Étienne, Laurent, merci Merci, Pascal. pour vos lumières, en espérant qu'on a un petit peu défloré et détaillé un petit peu les aspects de ce marché et puis où il va, quel est son avenir, ce qui est important aujourd'hui avec toutes ces interrogations qui nous cernent. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis j'espère à très bientôt pour savoir justement où en sont ces reventes et où en est votre projet Daddy Pool.